Vous écoutez un balado. Ici Radio-Canada Première. Si j'ai appris une chose de cette enquête, c'est qu'il ne faut jamais abandonner. Je reste convaincu que la vérité n'est pas loin, qu'elle se trouve quelque part encore à notre portée. Et justement, il y a dans la mallette que détient François une lettre de l'archidiocèse de Montréal adressée à son père Raymond en date du 28 septembre 1962. Et c'est une lettre qui ouvre la porte d'un tout nouvel univers. Ici Stéphane Berthomé, bienvenue dans le 9e épisode de Disparu. Monsieur, nous étudions actuellement à la Chancellerie de Montréal le mariage de Hervé et Lorraine Rochette. Lorraine étant le deuxième prénom de Marie-Paul. Comme vous pouvez le deviner, ce qui nous préoccupe, c'est la mystérieuse disparition de votre sœur le soir du 18 janvier 1953. Auriez-vous l'obligeance de répondre aux quelques questions suivantes? Votre sœur était-elle, à votre connaissance, malade peu avant sa disparition? C'est-à-dire solitude exagérée, dépression. Aurait-elle eu des raisons de quitter son mari et de ne plus donner signe de vie? Avez-vous cru à la possibilité d'une noyade lors de sa fuite de l'Institut Prévost? Avez-vous eu quelques nouvelles d'elle depuis janvier 53? Y a-t-il des gens de votre connaissance qui ont entendu parler de Madame Hervé? Croyez-vous qu'elle est morte? Si vous avez quelques informations ajoutées, je vous en serai fort gré. D'ailleurs, soyez assurés que tout ceci est strictement confidentiel et n'a pour but que d'aider l'Église à porter un jugement prudentiel sur ce cas. Merci de votre bonne collaboration. Tu permets, c'est signé par Marcel Laniel, prêtre, vice-chancelier. Avec un ajout manuscrit d'ailleurs que je découvre, PS, une prompte réponse m'aiderait beaucoup. Merci. Donc on est en septembre 62, et si je me souviens bien, c'est l'année du remariage de Hervé, 62. Ce courrier nous permet de comprendre qu'une demande en nullité du mariage entre Hervé et Marie-Paul a été déposée. On peut évidemment présumer qu'elle vient de Hervé, puisqu'il souhaitait se remarier. De ce que j'en comprends, c'est que l'archevêché avait une réponse à donner, une autorisation à donner pour permettre c'est même pas un remariage, c'est que si c'est une annulation, le premier mariage n'existe pas. C'est pas un divorce, c'est delete, n'existe pas, c'est ce qu'il souhaitait. À la date de cet échange, Marie-Paul a disparu depuis 9 ans, presque 10. Et pourtant, elle n'a jamais été officiellement déclarée décédée. Ça, pour toi, c'était un document important? Oui. L'archevêché doutait beaucoup de cet individu-là, puis du bien fondé de sa demande. Puis quand même, il lance mon père sur une dizaine de questions cruciales, là. On sent, aux questions posées, les doutes et les inquiétudes exprimées par l'archevêché. Donc, il y avait une autorisation à émettre. La réponse que papa a donnée, je la sais pas, si c'est peut-être un appel, on n'a pas de trace écrite. Comme le dit Patricia, on ne sait pas ce qu'a répondu son père aux questions de l'archidiocèse, mais nous savons que Hervé s'est bel et bien remarié la même année. Ça va vite, là. La communication de l'archevêché est en 62. Déjà en décembre 62, c'est le 6 décembre. Tout court. Marie, cathédrale, robe blanche, tout est beau. 2 ministres du culte officiant, tout est correct. Monsieur s'est remarié à l'Église catholique. Donc, on pourrait en déduire qu'il aurait eu son annulation. Annulation ou pas, les archives de l'Église sont bien conservées et je suis certain que nous y trouverons des éléments intéressants. Je me suis donc adressé à l'archevêché de Montréal afin d'accéder aux documents qui sont certainement encore en leur possession. S'agissant d'archives privées, l'accès dépend du bon vouloir de l'Église. Et leur réponse m'est revenue rapidement. Le dossier contient des informations médicales et la prescription centenaire empêche que nous puissions les consulter avant 2062. Mais nous n'en avons pas terminé avec l'archevêché, auquel nous renvoie le dernier document de la mallette. J'aimerais que tu nous expliques donc ce dernier document, là on touche enfin au fond de la mallette.
Oui, mon frère est allé à l'archevêché, étant donné qu'il avait étudié une demande d'annulation de mariage comme telle. Je crois que ça s'appelait un procès ecclésiastique, hein? Ils ont fait enquête sur Hervé à l'archevêché et on m'a déjà dit qu'ils avaient leur propre détective sur place, hein? OK. Alors, ici, mon frère est allé et j'ai des notes manuscrites et des notes dactylographie. Les notes de Louis, ça, je les avais jamais vues. Je savais pas qu'il s'était rendu si loin que ça. Parce qu'il nous tenait pas au courant dans le détail, tu sais, puis il savait où il s'en allait, mais j'en ai appris là, beaucoup. Puis ça vient donner encore plus d'informations. Je savais pas qu'il y avait vu tout ça, puis je savais pas qu'il avait pris autant de notes. Fait que j'en ai appris encore plus. Louis Rochette est décédé le 18 octobre 1994 et nous savions par Patricia qu'il avait mené des recherches au sujet de Marie-Paul. Il me semble assez frappant que des années après sa mort, Louis nous aide avec ses notes à mieux comprendre ce mystère. Transcription des notes que j'ai prises lors d'une visite à l'archevêché de Montréal à l'été 89. Il y a mis entre parenthèses, Louis, on m'a permis à cette occasion de consulter le dossier constitué au moment où Hervé a demandé la permission de se remarier. Il y avait dans ce dossier divers documents et les transcriptions du procès ecclésiastique. Des informations précieuses sont consignées dans ces notes, qui sont composées de plusieurs pages manuscrites et qui sont parfois difficiles à lire. Mais heureusement, Louis a pris soin de les taper ensuite à la machine. D'après ce qu'il dit, Hervé, elle est entrée au sanatorium le 12 janvier 1953. Son médecin était le docteur René Leclerc et elle était sous les soins d'un psychiatre du nom de Fernand Côté. Il déclare qu'elle s'est enfuie du sanatorium une semaine après son admission en y laissant tous ses effets, y compris son joint et sa bague. C'est un dimanche. Elle serait disparue vers 18h et une garde s'en serait rendu compte vers 20h. Il disait avoir pris la nouvelle à 22h alors qu'il revenait de chez son père. Voici une autre information nouvelle. Marie-Paul aurait donc séjourné au sanatorium du 12 au 18 janvier 1953. Elle n'y serait donc restée qu'une seule semaine. Plusieurs noms apparaissent au milieu de quelques bouts de phrases ou des mots alignés ici ou là. Le nom de Gaëtan Deslauriers, par exemple, dont nous savons qu'il était policier de la GRC en même temps que Hervé, qui l'a très bien connu. Juste au-dessus se trouve le nom du dentiste Chaloux, qui est apparu à plusieurs reprises dans les témoignages de Patricia. Vous vous souvenez? C'est le dentiste chez qui Marie-Paul a travaillé avant de rejoindre l'armée. On lit ici, Chaloux a formellement identifié le cadavre. Je suis encore plus convaincu de l'importance des dossiers ecclésiastiques. C'est une véritable mine de renseignements pour nous, et je ne peux me résoudre à abandonner cette piste. J'insiste donc auprès de mon interlocuteur à l'archevêché, à qui j'adresse immédiatement un nouveau courrier. Notre enquête actuelle a ouvert une brèche dans la chape de silence qui entourait la disparition de Marie-Paul Rochette. Et, à l'heure où nous nous apprêtons à rendre public de tout nouveaux éléments sur cette affaire, la collaboration de toutes les bonnes volontés s'avère essentielle. Nous souhaitons donc sincèrement que l'archidiocèse de Montréal fasse partie des artisans de la vérité sur cette ténébreuse affaire. Je vous remercie très sincèrement de l'attention que vous voudrez bien porter à cette demande. Mon argumentation est simple. Nous ne voulons pas accéder aux informations médicales et l'Église ne peut se permettre de donner l'impression qu'elle limite l'accès à des documents cruciaux pour la recherche de la vérité. Cela semble fonctionner et on me demande un délai supplémentaire pour me donner une nouvelle réponse. Je reçois alors un appel de Patricia qui a eu des nouvelles de la détective en charge du dossier au SPVM. La policière, en fait, j'ai raté son appel parce que j'étais au travail. J'ai écouté son message sur ma boîte vocale. Elle m'explique qu'il y a une coroner qui est saisie du dossier. Elle me donne le nom de la coroner, Pascal Descaries. Ensuite, à partir de maintenant, tous les documents que le SPVM, eux, ont en leur possession sont complètement remis à cette coroner-là, qui, à partir de maintenant, veut commencer à aller voir si il y a eu des dossiers antérieurs à un bureau du coroner ou pas dans cette affaire-là, et que le but, c'était aussi d'infirmer ou d'affirmer ce qu'il venait de découvrir. Je ne sais pas c'est quoi précisément. Par contre, ce que j'en comprends, c'est qu'on ne semble pas s'en aller vers une fermeture, mais plus vers une ouverture, vers une poursuite qui m'a
quand même rendue assez heureuse. Cela signifie en effet que les démarches du laboratoire de sciences judiciaires prennent un tour positif. Peut-être pas définitif à ce stade, mais en tout cas que cela va dans la bonne direction. Puisqu'il y a une coroner, pourquoi ne pas entrer en contact avec elle pour savoir ce qu'il en est? Je ne peux enregistrer cette conversation, mais la discussion est très cordiale et je comprends qu'elle serait intéressée à ce que je lui partage quelques éléments de nos recherches. Patricia et François Rochette sont tous les deux ouverts à l'idée de partager nos informations avec la coroner, car nous souhaitons évidemment qu'elle puisse faire son travail dans les meilleures conditions possibles. De mon côté, j'aimerais rencontrer quelqu'un du bureau du coroner afin de parler de son rôle dans ce genre de dossier. Nous convenons d'une rencontre cette même semaine avec la coroner en chef, Madame Catherine Rudel-Tessier. Pour ne pas nuire à la conduite de l'enquête, nous ne pouvons en effet rencontrer la coroner affectée au dossier. Nous sommes reçus dans les bureaux des coroners à Parthenay, au sein même de la SQ. Après le passage sous les portiques de sécurité et les formalités d'usage, nous rencontrons Madame la coroner en chef. Le coroner a les moyens de faire des ordonnances pour identifier. Alors, là, à ce moment-là, on essaie de trouver le passé médical de cette personne-là. On essaie de voir quel est le contexte dans lequel elle a disparu. On peut avoir accès aux dossiers médicaux des personnes décédées. C'est toutes des choses confidentielles, mais la loi nous permet d'avoir un accès direct à ça. Si elle le souhaite, la coroner au dossier pourrait ainsi obtenir les documents médicaux dont l'accès nous est impossible, tant à l'archevêché qu'au sanatorium. La coroner en chef nous explique que leur rôle est de tenter de reconstituer les circonstances du crime, ce qui s'est passé, quand et comment cela est arrivé. Et à ce moment-là, elle va pouvoir raconter une histoire. Qui était cette personne disparue? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Les policiers vont avoir à travailler. L'histoire qu'elle raconte, elle se base évidemment sur l'ensemble des expertises. Et quand je parle d'expertise, c'est oui les expertises scientifiques, mais également les expertises des policiers qui vont faire une enquête policière pour essayer de déterminer à partir du moment où on sait que Madame X a été assassinée à telle date. Plus le temps passe, plus c'est difficile sûrement de trouver des témoins, etc. Mais peut-être y a-t-il encore des gens qui travaillaient à l'hôpital puis qui ont vu des choses qui se sont passées. Ils peuvent raconter des choses, oui, sûrement. Est-ce que matériellement, le coroner aurait le pouvoir aujourd'hui de procéder à une exhumation? Oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Mais je vous dirais que si le corps est identifié, on n'aura pas besoin de faire des expertises complémentaires. C'est plutôt si on a des indices mais qu'on n'est pas encore assez certain que là, on va faire l'exhumation et qu'on va procéder à d'autres expertises. Alors, dans l'histoire de la disparition de Marie-Paul Rochette, pourquoi une coroner a-t-elle été nommée au dossier? Probablement que les policiers ont décidé qu'ils avaient suffisamment d'éléments pour rouvrir le dossier du coroner, c'est-à-dire pour peut-être faire de nouvelles expertises sur la dépouille, qu'on fasse des ordonnances, etc., pour être capable d'avancer. Je pense que c'est plutôt un bon signe qu'ils aient demandé à un coroner de rouvrir le dossier. C'est un bon signe, c'est un signe qu'ils s'attendent à ce que quelque chose débloque. Pour moi, la nomination d'une coroner est une étape très importante. Surtout que de notre côté, nous touchons aux limites de notre investigation. Et puis, la coroner en chef ajoute cette petite phrase. C'est sûr et certain qu'à partir du moment où le dossier du coroner est ouvert, dans les prochains mois, ça devrait débloquer. Ça devrait débloquer. La coroner en chef ne croyait pas si bien dire. Le jour même de notre rencontre avec elle, Patricia reçoit un appel de la policière en charge du dossier. Celle-ci semble soudain très intéressée par certaines informations. Et que ça a été vite. C'est tac au tac, hein, c'était ouf. C'est une question très longue, là. Patricia a questionné sur notre enquête, sur les lettres, sur les informations, et la policière demande à recevoir une copie des documents qu'elle détient. Ce n'est plus du déblocage, c'est de l'emballement. Là, elle m'a demandé, là, que Mme Rochette, là, dit, est-ce que vous pouvez m'envoyer tous les documents? Patricia accepte évidemment. Elle fera parvenir une clé USB à la policière, mais aussi à la coroner. J'ai le sentiment que cette enquête est en train de prendre le tournant que nous attendions depuis le début. Mais les questions de la policière ne s'en tiennent pas aux seuls éléments du dossier. Elle me demandait de quelle façon elle pourrait rejoindre la fille de Hervé. Tu sais, il habite où? Comment elle peut les rejoindre?
Comment est-ce qu'elle peut rentrer en contact aussi avec la femme de monsieur? La femme de Hervé. Oui. OK. Puis qu'elle pensait morte. La détective s'intéresse à l'entourage de Hervé. Voilà qui est important. La policière pose à Patricia des questions sur les échanges qu'elle a eus avec la Sûreté du Québec au début de ses recherches en 2016. Patricia avait alors pris contact avec le module chargé des crimes non résolus. Après quelques échanges, elle a reçu un coup de fil sans équivoque de la part de l'agent de la SQ. D'entrée de jeu, il me dit Madame Rochette, ici, il dit, je vous appelle pour vous annoncer la fin de notre relation. Je dis OK. Là, il dit, je vous informe tout de suite qu'il dit je suis avec mon patron qui a nommé. Puis là, le patron est arrivé sur speaker, qui s'est nommé. Puis c'est lui qui a parlé. Puis là, il m'a dit, Madame Rochette, on vous appelle pour vous dire que on sait pas c'est qui ce corps-là dans la fosse. Il n'y en aura pas d'enquête là-dessus, ce que j'avais même pas demandé. Patricia a interprété cet échange comme une fin de non-recevoir de la part de la SQ. Il faut dire qu'à l'époque, les policiers ne disposaient que de très peu d'éléments sur cette affaire, mais les choses ont beaucoup évolué depuis. Et la conversation de Patricia avec le SPVM démontre encore une fois la complexité de la situation. Fait qu'elle dit, votre dossier, dans mes priorités, est très bas. Elle dit, j'ai le cœur, j'ai l'intérêt. Le temps que je peux mettre, je vais le mettre à 110 %. Elle dit, c'est quoi vos intentions? Qu'est-ce que vous recherchez? J'ai dit, je veux ramener le corps de ma tante dans notre lot familial. Elle dit, Madame Rochette, elle dit, jamais, ça va arriver. Puis que le corps, on le retrouvera jamais. Elle dit, on n'a pas les budgets pour ça. Elle dit, il faut que vous compreniez que c'est le passage des époques. Elle dit, il faut comprendre aussi qu'il y a des décisions qui ont dû être prises à l'époque concernant cette affaire-là. Ben, on ne pourra rien changer là-dessus. Bon, tu travailles fort quand même. Ben, oui, puis non, mais je veux dire, elle m'a pété ma bulle. La policière a-t-elle voulu expliquer les difficultés d'une telle enquête à Patricia? Il est en effet évident que le chemin jusqu'au corps de la noyée de Rivière-des-Prairies est encore long. Et Patricia, comme beaucoup de personnes qui cherchent une vérité oubliée, peut parfois se montrer insistante. Et cette insistance conduit souvent à faire avancer les choses. En 1953, aucun corps policier ne semblait vouloir faire le lien entre Marie-Paul Rochette et la noyée de Rivière-des-Prairies. En 2016, la SQ aurait dit à Patricia qu'il n'y aurait pas d'enquête dans cette affaire. En 2018, une enquête est ouverte, une coroner est nommée et le laboratoire de sciences judiciaires semble avancer vers une piste d'identification positive. Quel retournement de situation! Et vous n'allez peut-être pas me croire, mais au moment où je m'apprête à mettre fin à cette dernière séquence de notre enquête, je reçois un appel de l'archidiocèse qui m'informe que je suis autorisé à accéder à la partie non médicale des archives qu'il conserve à Montréal. Comme dans les films à suspense, c'est l'ultime rebondissement. Mais celui-là ne faisait pas partie de notre scénario. Après en avoir discuté avec Cédric Chabuel, le réalisateur de ce balado, et l'équipe de Radio-Canada, nous n'avons pas d'autre choix que de vous donner rendez-vous le plus rapidement possible pour un épisode supplémentaire. Le 10e et dernier, peut-être. Donc ils m'ont appelé ce matin. OK. Ils m'ont dit, écoutez, on a réfléchi, on a beaucoup discuté, on est prêt à vous laisser accéder aux documents qui ne sont pas les rapports médicaux. OK. Vous venez les consulter, mais vous pouvez pas les emporter ou faire des photocopies ou des choses comme ça, mais vous avez le droit de les consulter aussi longtemps que vous voulez. Donc, vendredi, je vais à l'archevêché consulter les documents. OK. C'est ça. Tu y vas, là? J'y vais vendredi. Ils m'ont dit qu'il y avait une vingtaine de documents. Une vingtaine de... Mon Dieu